Martin Schulman termine l'ouvrage avec une allégorie et une conclusion. Voici la première. Il y avait une fois un homme qui avait atteint le milieu de sa vie. Il décida qu'il était temps d'en considérer la valeur et d'évaluer la direction à prendre. Aussi, laissant ses amis, sa famille et la plupart de ses possessions terrestres derrière lui, il partit dans la forêt où il pouvait penser sans être dérangé. Lorsqu'il pénétra dans les bois, il ne savait pas si c'était là une bonne chose, mais il savait qu'il devait le faire. D'abord, la beauté de son nouvel environnement le saisit de respect et d'émerveillement. Bientôt, il se mit à écouter les bruits de la nature, et comme des semaines se transformaient en mois, il découvrit lentement qu'il changeait. De temps à autre, ceux qu'il avait laissés derrière lui manquaient, mais l'immense beauté de son nouvel environnement l'attirait toujours plus, avant que, dans le mystère qu'il cherchait, il ne pouvait pas faire marche arrière. Avec le temps, il apprit à écouter ses propres pensées. Il pouvait voir son esprit dans les arbres et ressentir les émotions dans les buissons. Le parfait équilibre de la nature qui l'entourait commençait à faire partie de lui. La lutte qu'il avait l'habitude de vivre intérieurement disparaissait peu à peu. Au début, il était effrayé car qu'il ne l'ait pas réalisé, les tourments auxquels son esprit était habitué lui avaient tenu compagnie. Maintenant, ils avaient disparu et il n'y en avait plus. En lieu et place, il n'y avait plus que le grand silence de la nature. Le temps passa encore et il commença à réaliser qu'il ne pouvait plus classer les gens par catégorie d'après les opinions qu'il s'était faites d'eux. Il commença même à voir la futilité d'une telle classification de toutes les petites choses qu'il avait l'habitude, par exemple, de le déranger. Il avait maintenant un autre problème. L'esprit clair, allégé des tracas pesants qui avaient toujours chagriné son esprit, que devait-il faire? Dans le passé, les voix des autres, avec leurs opinions bien ancrées, l'avaient en quelque sorte guidé. La vie des autres avait tant empiété sur la sienne qu'il n'avait jamais ressenti la réelle nécessité de voir quelle direction la sienne devait prendre. Après 2 années passées dans la forêt, il commença à se demander si le monde extérieur avait beaucoup changé. Il pensa aux gens qu'il avait connus, se demandant ce qu'ils étaient devenus. Alors, il découvrit une chose étonnante sur le changement qui avait pris place en lui. Tout ce qu'il avait à faire était de penser à une personne et d'une façon ou d'une autre, par un étrange miracle, il savait instantanément ce que la personne était devenue. Tout d'abord, il trouva cela difficile à croire, mais après quelque temps, il découvrit ce que la forêt lui avait donné. Il pouvait toucher une feuille et savoir quand il allait pleuvoir. Il pouvait d'une manière ou d'une autre détecter le passage du plus petit animal à des centaines de mètres de distance. Et toujours, il avait raison. Quelque chose l'avait mis en accord avec l'harmonie parfaite de la nature. Le plus léger désordre dans l'équilibre écologique auquel il y avait été habitué attirait instantanément son attention. Pour la première fois de sa vie, il réalisa qu'il faisait partie de la création de Dieu. Il avait entendu parler de cet état dans les livres, il en avait secrètement rêvé, mais cela, c'était différent. Il participait vraiment actuellement à cette réalité. Il s'assit et se pencha sur le tronc d'un séquoia géant pour méditer. D'une certaine façon, sans trop savoir comment, il avait vécu des années de torture émotionnelle, puis il avait testé sa capacité, son désir de survivre au milieu des éléments naturels, qui lui étaient si peu familiers, somme toute. Alors, à son grand étonnement, il était là, sain et sauf, après tout cela. Alors allait-il passer le reste de sa vie dans la forêt, ou bien, avec le temps, voudrait-il en sortir et rencontrer des gens comme par le passé? La question lui posait problème et le rendait perplexe, parce qu'il savait qu'il ne pourrait jamais dire à personne ce qu'il avait découvert. Par certains côtés, il craignait même que la puissance du désir d'autrui parvienne à le ramener à ce qu'il avait abandonné. Néanmoins, après 2 années passées dans la forêt, il commença à se sentir seul. Ce n'était pas la même forme de solitude que celle qu'il avait connue avant,
son expérience. Il désirait ardemment entendre des sons de la nature et des êtres humains. Les longs mois de solitude l'avaient rendu silencieux. Il voulait partager ce qu'il avait trouvé avec les autres, mais il savait aussi devoir le préserver pour lui-même. Il se souvint comme il lui avait été important à une époque d'essayer de réformer le monde et peut-être de le libérer de quelconque sort funeste, menaçant. Maintenant, il n'avait plus du tout le même sentiment. Il avait trouvé son identité parmi les arbres et les fleurs. Il avait été témoin de la manière dont tout, dans la nature, trouve son accomplissement en sa saison. Lui aussi était maintenant rempli des joies abondantes de la nature. Pendant des mois, il compara tout ce qu'il ressentait dans les bois avec ce qu'il ressentirait avec les gens. Ici, dans les bois, il voyait le renouveau de chaque instant, grâce à la vivacité d'un maintenant constamment en train de s'accomplir. Indépendamment du temps et des jours changeants, il connaissait une grande paix intérieure. Il cueillit une petite fleur et la contempla. D'une certaine façon, il savait la fleur capable de lui répondre. Sans mots, la fleur le remplissait de joie, et il réalisa qu'elle faisait cela sans perdre aucunement sa beauté intrinsèque. Mais il avait cueilli cette fleur et il savait qu'elle ne possédait plus, qu'elle ne pousserait plus, pardon. Cela l'attrista. Si seulement il avait été capable d'obtenir une réponse en regardant simplement la fleur, sans la sortir de son milieu naturel. Et c'est à ce moment-là qu'il connut alors l'illumination. S'il quittait la forêt pour illuminer les autres, il s'éloignerait de sa source naturelle. Combien de temps pourrait-il le supporter? Comme la fleur, il ne pouvait seulement fleurir pendant un moment et se flétrir ensuite. Il décida qu'il serait plus sage de rester en communion avec sa source. Le présent, après tout, n'était pas quelque chose dont on se vante, ou même vers quoi mener les autres, mais bien plutôt quelque chose dont on devait faire l'expérience pour soi-même. Il sourit en pensant. Laisse faire ceux qui veulent savoir, s'aventurer eux-mêmes dans la forêt, ou même dans les tréfonds de leurs esprits et de leur cœur. Ils sentiront le vent, ils goûteront la pluie, et laisseront la douce sagesse de la loi naturelle guider leur voyage. En conclusion de cet ouvrage, Martin Schulman nous dit que les lois du karma sont extrêmement simples, tout en étant profondes. Et pour ma part, je pense qu'il a raison. Les pensées, les mots et les actes créent et résolvent le karma. Il est probable que la seule grande cause de la plupart des conditions karmiques trouve son origine dans les opinions et attitudes que l'individu adopte. Ainsi, l'une des voies les plus faciles pour résoudre le karma est d'abandonner cette emprise que l'on a sur nos opinions et attitudes figées, qu'elles nous paraissent justifiées ou non. Nous trouvons toujours que la vie est un processus d'apprentissage et de désapprentissage. Chaque fois que nous apprenons quelque chose de nouveau, nous renforçons, nous abandonnons quelque chose d'ancien. Et nous ne nous en rendons même pas compte. Lorsque nous sommes parvenus à de grandes réalisations, nous découvrons souvent que les attitudes et opinions que nous avons eues pendant de nombreuses années ne sont plus vraies pour nous. Dans le volume 1 de cette série Les nœuds de la lune et la réincarnation, le karma est vu en termes de dualité dans l'expérience. Dans son essence même, la vérité est connue, mais par l'interaction avec l'environnement et les échanges que nous avons faits avec les autres pour survivre d'une façon ou d'une autre, la vérité a souvent disparu. Des expédients prennent la place du sens et du but. Ainsi, une réévaluation de tout ce qu'on est et de tout ce qu'on n'est pas est la première étape vers la compréhension de notre orientation karmique. Ainsi, dans le premier livre, nous montrons comment se rapprocher de ces idéaux et dans quelle mesure on s'est distancé par rapport à eux et ce qu'il faut faire dans cette vie pour les atteindre. Le volume 2, les planètes rétrogrades et réincarnation, contiennent un secret occulte qui, intentionnellement, n'a pas été mentionné. La plus importante manifestation des planètes rétrogrades se produit au niveau inconscient.
Lorsqu'une personne devient plus proche de la vibration rétrograde, alors elle commence à faire l'expérience de ce qu'est son être intérieur. Le monde extérieur, avec toutes ces tentations magnétiques qui souvent nous éloignent de nous-mêmes, devient moins important. Donc, dans cet esprit, l'objectif de l'astrologue et de l'astrologie est d'aider l'individu à croître par la compréhension. Et cet objectif peut être atteint. Un des problèmes que la plupart des individus rencontrent dans leur tentative de transformer leur vie est qu'ils essayent de modifier consciemment ce qui est inconscient. Naturellement, cela est impossible. L'inconscient ne peut évoluer que par ses propres moyens. L'esprit conscient, lui, peut répéter des milliers d'informations et d'affirmations, de prières, de résolutions, de tentatives subtiles pour changer l'être, mais ce n'est que lorsque l'esprit conscient prend contact avec l'inconscient que le changement est réellement possible. Donc, le volume 1 montre à l'esprit conscient quels changements sont souhaitables. Le second volume ouvre les canaux inconscients pour recevoir l'information du premier. Maintenant, à ce point, il est important de réaliser que pour la plupart des gens, le processus permettant d'entrer en contact avec l'inconscient est plutôt effrayant, d'où les peurs que nous avons. Et de quelque façon que l'esprit conscient voit le grand soi et sa place dans le monde, l'esprit inconscient aura tendance à exagérer cette vision. Et puis, ce qui paraît bon au conscient semble être pur nirvana pour l'inconscient. Ce qui semble détestable au conscient paraît souvent un véritable cauchemar à l'inconscient. C'est parce que le conscient est gouverné par le super-ego qui met des limites et des entraves à ce dont il est d'accord de faire l'expérience. Il faut des années d'entraînement à l'inconscient avant qu'il n'accepte de telles limitations. En règle générale, l'inconscient est un fleuve tranquille qui connaît peu ou pas de limites. C'est pour cette raison que la plupart des gens, lorsqu'ils peuvent voir leur inconscient pour la première fois, ont l'impression de devenir fous. Ils voient et font l'expérience de choses qu'ils savent n'être acceptables par personne. Ils sont d'ailleurs confrontés à des flux de mots interrompus, d'images, d'associations, d'arrangements catégoriques, des images déformées, des sons, des couleurs, des voix. Bref, pour la plus grande partie, à ce qui ressemble peut-être à un amalgame de non-sens complètement fragmenté. Et si l'on apprend par ailleurs à regarder les choses euh, plutôt que d'y réagir et de s'identifier à elles, eh bien cela change la donne. Parce que la chose la plus importante à se rappeler dans nos rapports avec l'inconscient, c'est que les méthodes employées par l'esprit conscient ne fonctionnent pas. Donc l'esprit conscient aime à spéculer et deviner. L'inconscient n'accepte pas des modes de pensée frelatés. Ainsi, on doit apprendre au conscient à ne pas spéculer ou conclure prématurément sur des révélations de l'esprit inconscient. L'inconscient se manifeste souvent lorsque l'on est sûr d'une acceptation consciente. Dans le processus de transformation, il est important de comprendre que ce processus évolue, qu'il est naturel de se sentir privé de tout ce que les gens euh, peuvent expérimenter par eux-mêmes. Au fur et à mesure qu'on évolue, bien sûr. Hein. Donc, nous avons vu qu'il est important de comprendre la part de conscience personnelle, de conscience impersonnelle, et la part de conscience personnelle nous aide aussi à différencier au niveau inconscient toutes ces choses dans le monde qui sont personnelles et celles qui ne le sont pas. Pour un individu capable de saisir ces différences, plus les progrès de son évolution seront grands. Mais on ne peut servir de maître en même temps. Et beaucoup de gens sont trop impliqués dans des choses qui ne les concernent même pas. Le résultat, donc, est une partie de leur énergie ou de leur capacité à se concentrer, enfin, qui a été concentrée par leur attention sur des choses qui ne sont pas ce qu'ils souhaitent. Mais lorsqu'un individu commence à unifier les mondes intérieur et extérieur, il commence alors à saisir l'importance de cette capacité de discrimination. Il développe cette qualité de discernement
et il éprouve de la joie dans sa vie personnelle. Après des mois et des années de pratique, il atteint lentement une forme d'illumination. D'abord peut-être dans des moments isolés, puis petit à petit, et cela se prolonge jusqu'à ce que, après des années d'efforts, ils puissent s'enchaîner les uns aux autres. Alors, nous sommes sur la fin de cette lecture. J'espère que vous aurez apprécié et que vous aurez appris plein de choses pour vous, plein de choses pour l'astrologie, plein de choses pour comprendre le monde avec vous dedans, bien sûr, et pour évoluer. Maintenant, dans mon approche, j'ai souhaité partager cela pour que beaucoup puissent trouver de nouvelles choses, puissent trouver de nouveaux conforts à apprendre. Pour moi, cet ouvrage est d'une extrême importance par rapport à tout ce qu'on a à faire aujourd'hui à notre époque, par rapport à cette grande mutation qui est en train de se faire, c'est ce changement d'air, ce changement de paradigme, enfin tous ces changements on parlait de l'ère du Verseau bien sûr, mais il n'y a pas que ça, il y a tout ce qu'on est en train d'intégrer, enfin il n'y a pas que ça. C'est pas ce seul mot qui peut définir tout ce que nous vivons, voilà ce que je veux dire. Et ça ne suffit pas hein, de parler de ça pour dire que nous vivons quelque chose de transitoire, on est à la charnière de quelque chose. Donc c'est à ce moment-là que le présent prend toute sa place et toute sa dimension. Étudier un thème en tenant compte de cela est d'une extrême importance aujourd'hui. Donc si vous le souhaitez, moi je vous propose, et si vous me le demandez bien sûr, dans votre approche de faire une lecture de thème natal. Il y a plein de façons, plein de clés d'entrée pour faire un thème natal, pour interpréter notre carte du ciel. Et je trouve cette approche intéressante dans l'articulation des planètes par rapport à tout ce qui vient d'être dit. Ça sera intéressant de pouvoir le faire ensemble. Voilà, donc je vous propose de me contacter si ce travail vous intéresse, de revenir vers moi, vous avez le lien vers mon site, n'hésitez pas. Et puis nous verrons comment vous pouvez travailler sur toutes vos planètes telles qu'elles viennent d'être décrites et avec le sens profond que cela peut avoir avec votre thème. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, merci pour vos partages, pour vos commentaires et pour vos pouces bleus. À très bientôt.